OSEM, Observatoire stratégique étudiant pour l'Europe et la Méditerranée. Bonjour à tous, bonjour Léa. Bonjour Sarah, bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré à la place du droit de l'environnement de nos jours. Nous avons décidé de nous intéresser à ce sujet suite aux incendies qui ont fait rage cet été en Sibérie et dans certains États américains comme la Californie et l'Oregon. Ces feux qui sont intensifiés par le réchauffement climatique, ils détruisent la biodiversité et ils contribuent à ce réchauffement planétaire puisqu'ils produisent en quantité des rejets de CO2. C'est donc, comme on peut le voir, un cercle vicieux. Pourtant, le droit environnemental, il permet de mettre en place des politiques afin de sauvegarder et de protéger cet environnement. Pour évoquer cette situation et analyser l'impact du droit de l'environnement, nous avons le plaisir de pouvoir échanger avec Madame Dupuy, maître de conférence spécialisée en droit de l'environnement à l'Université Clermont-Auvergne et autrice d'une thèse sur le contrat de l'environnement dirigée par le doyen Jacques Mestre et le professeur Hugo Barbier. Bonjour Madame Dupuy. Bonjour toutes deux. Je vous remercie donc de m'avoir invité à participer à ce podcast organisé donc par l'Observatoire stratégique étudiant pour l'Europe et la Méditerranée que vous représentez aujourd'hui. Merci à vous de nous accorder cette interview. Nous allons donc commencer avec notre première question. On a pu voir que presque tous les États sont signataires de la COP21 de 2015, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de stratégie à long terme pour l'environnement, car leur économie nationale compte notamment sur les énergies fossiles. Comment ainsi peut-on concilier économie et écologie, et s'agit-il seulement d'une volonté politique ? C'est une question très très belle et qui me tient particulièrement à cœur, effectivement, la conciliation de l'économie et de l'écologie. Bon, cependant, je répondrai à ces quelques questions de manière brève, car c'est l'objet de cette interview. Donc tout d'abord, sur le point de savoir s'il s'agit seulement d'une volonté politique, il est vrai que le droit, c'est un cadre posé sur la société et en conséquence, il a donc vocation à répondre aux besoins de la société contemporaine. Et à cet égard, cela signifie que les règles de droit, lorsqu'elles sont de source légale, sont, et cela est incontournable, éminemment marquées par la volonté politique. Et en conséquence, sans rentrer bien entendu dans les détails de la fabrique de la loi au sens large, en conséquence, eh bien, un certain équilibre doit être trouvé entre des enjeux de divers horizons. Des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, etc. C'est un équilibre fragile. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret pour illustrer mon propos. Dans le sud de la France, il y a une usine Alteo, qui depuis de nombreuses années rejette un résidu de son industrie, un polluant, un résidu qui est extrêmement polluant, et elle le rejette dans le parc national des Calanques, donc vous voyez dans une zone classée, dans une zone qui est protégée. Et donc, ce rejet qui est interdit par principe est de manière exceptionnelle autorisé par arrêté préfectoral, et ce depuis de nombreuses années, au regard du fait que la société met en avant comme argument le fait que il est extrêmement difficile pour elle d'améliorer les conditions de production de sa production, de manière à ne pas polluer de la sorte. Cela est extrêmement coûteux, ça va lui prendre du temps, et si elle devait du jour au lendemain respecter les obligations telles qu'elles existent, elle serait contrainte de fermer ses portes. Cette usine est située à Gardanne, et cela signifie qu'il y aurait donc 600 emplois supprimés, 600 personnes au chômage. Donc vous voyez, et c'est pour cela que, de manière exceptionnelle, depuis de nombreuses années, eh bien, on lui laisse le temps de s'adapter progressivement à ces exigences d'obligations légales, de produire de manière plus propre, sans polluer. Parce que, pour vous faire un schéma, en réalité, il y a
des tuyaux qui partent de la ville de Gardanne et qui vont rejeter cet alumine, ce produit polluant, dans ces boues rouges qu'on appelle communément dans le parc national des Calanques, sous l'eau. Et donc, voilà, vous voyez un exemple concret. On les autorise à polluer, quand bien même, en l'espèce, c'est interdit. On les autorise de manière exceptionnelle sur un temps limité, bon, qui quand même perdure depuis plusieurs années, au regard des enjeux sociaux qui sont ici portés à la connaissance des autorités, c'est-à-dire le risque de supprimer de nombreux emplois. Donc vous voyez, c'est vrai que lorsque la règle droit est de source légale, elle peut soit ne pas exister, soit être mal appliquée ou parfois écartée au regard d'autres objectifs qui viendraient la heurter frontalement. Si sa mise en application vient heurter d'autres objectifs, il est possible qu'elle soit malheureusement mise de côté. Par contre, lorsque vous me dites est-ce qu'il est possible de concilier économie et écologie, là, moi je pense tout à fait que un autre type de droit, que l'on appelle le droit mou ou la soft law, ou le droit doux encore, cet autre type de loi qui est quant à lui de source volontaire, c'est-à-dire que spontanément les acteurs, notamment les acteurs économiques, les grandes entreprises, eh bien, vont spontanément créer des règles de droit de toutes pièces et se les imposer sans qu'elles n'y soient contraintes sans qu'il n'y ait une contrainte étatique. Bon, cela signifie que si elles ne sont pas respectées, il n'y a pas a priori, de sanctions. Mais toujours est-il que ces règles, en pratique, on s'en rend compte, si on analyse la teneur de ces règles, on se rend compte qu'en pratique, eh bien, elles contiennent des engagements qui vont au-delà des règles légales. Et notamment dans un contexte, effectivement, par exemple, d'économie mondialisée, où les acteurs économiques sont extrêmement puissants. Par exemple, les entreprises transnationales ont parfois une capacité financière supérieure à celle des États. C'est vous dire leur poids, leur puissance. Vous savez également que l'industrie a changé de visage, qu'il y a à présent une très forte délocalisation et que parfois, par exemple, une entreprise française va sous-traiter dans un pays où la législation est différente de celle de la France, par exemple en Asie, et où il arrive que le droit de l'environnement soit quasiment inexistant. Donc, d'où l'intérêt, vous voyez, notamment, de s'imposer volontairement des règles qui vont au-delà de ce que le droit impose, notamment dans des pays autres que la France. Cela permet justement, vous voyez, de combler les lacunes de la loi. Alors là, je vous donnais l'exemple des pays étrangers qui parfois sont dépourvus de législation environnementale et donc ce droit mou permet de combler ces lacunes-là, mais également en France, par exemple, ce droit présente l'intérêt au regard, en fait, finalement, de la manière dont il est formé, d'emporter davantage l'adhésion, la conviction des acteurs économiques. C'est-à-dire que dans la mesure où les entreprises façonnent elles-mêmes ce droit, on se rend compte en pratique qu'elles ont une proportion à davantage, à mieux l'appliquer. Et première raison, c'est parce que c'est un droit qui est spontanément créé par leur soin, mais deuxième raison, et c'est là où je vais en revenir à la question que vous m'avez posée, ce pourquoi effectivement ce droit rencontre un certain succès. Pourquoi est-ce que finalement un droit qui n'est pas obligatoire, eh bien rencontre ce succès, c'est parce que en réalité la protection de l'environnement représente pour les acteurs économiques des enjeux financiers, des enjeux économiques au sens large qui sont extrêmement forts. C'est-à-dire que pour elles, lorsqu'elles mettent en avant, via divers canaux de communication, le fait qu'elles protègent l'environnement, cela leur permet de conquérir un marché, cela permet d'attirer des investisseurs, d'emporter la confiance des consommateurs, etc. Donc on se rend compte que c'est leur image de marque, et donc on se rend compte que finalement il y a une
coloration extrêmement économique à cette protection de l'environnement volontaire. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a un concours d'intérêts entre la protection de l'environnement et l'intérêt économique des sociétés. C'est pour cela que, me semble-t-il, la conciliation de l'économie et de l'écologie a vocation à se faire notamment via ce droit volontaire. On peut aussi se poser la question sur le fait qu'après tous ces phénomènes néfastes sur la biodiversité, le climat, la pollution des eaux, comment certains peuvent-ils encore remettre en cause le réchauffement climatique d'origine humaine? Il est vrai que, vous en avez bien conscience, la pollution de l'air n'est pas visible. La pollution de l'air n'est pas visible. L'air ne devient pas rouge, par exemple, lorsqu'il est pollué. Le sol, lorsqu'il est pollué aux hydrocarbures, ne devient pas violet. Voilà, donc en réalité, il me semble que malgré cette très très grande connaissance très large du phénomène, mais qui cependant, à mon sens, est quand même à relativiser parce que c'est quand même un public averti qui est véritablement au fait de tous les enjeux que recèle la protection de l'environnement. Voilà, il me semble que finalement, certains remettent toujours en cause le réchauffement climatique et plus spécifiquement son intensification par les activités humaines, au regard du fait qu'il est invisible. Il est invisible en réalité. Alors, oui, les scientifiques nous le rendent visible, mais au quotidien, eh bien, il est quand même invisible, comme je vous le disais, avec cette image, avec l'air qui ne devient pas rouge ou la terre qui ne s'atteint pas de noir, etc. Enfin, je vais vous poser une petite question pour conclure le sujet. Selon vous, quel serait l'avenir de l'environnement et du droit de l'environnement d'ici quelques années? Juste une petite phrase. Je pense sincèrement que ce qui va pouvoir faire évoluer le droit de l'environnement, eh bien, ce sont les procès. Ce sont les procès qui ont, me semble-t-il, véritablement une fonction pédagogique. Ils vont pouvoir éduquer, je pense, les acteurs, leur montrer le chemin, ces procès environnementaux. Et je crois véritablement en ces procès. Par exemple, vous savez qu'au début du siècle précédent, et j'en terminerai par là, eh bien, au lendemain de la révolution industrielle, le droit du travail était quasiment inexistant et il y avait des accidents extrêmement graves dans les usines. Des salariés perdaient la vie, des ouvriers perdaient la vie, etc. Et c'est le juge qui, de toute pièce, a créé l'obligation de sécurité. Voilà. Donc, de mon côté, je porte beaucoup d'espoir dans le juge et sa capacité à répondre aux droits de l'environnement de demain. Voilà, je vous remercie. Madame Dupuis, nous vous remercions encore une fois pour avoir honoré notre invitation et pour nous avoir accordé votre temps afin de réaliser ce podcast. En guise de conclusion, nous retiendrons simplement que d'une part, le droit a vocation à répondre aux besoins de la société contemporaine. D'autre part, ce droit représente des enjeux financiers pour les acteurs économiques et contribue donc à leur image de marque. C'est cette raison précise qui est liée à la protection de l'environnement. Enfin, pour terminer, ce qui peut faire évoluer le droit de l'environnement, c'est précisément les procès qui ont une fonction pédagogique, car ils permettent d'éduquer les acteurs. C'est donc entre les mains du juge que sont les solutions pour forger le droit de l'environnement de demain. OSEM, Observatoire stratégique étudiant pour l'Europe et la Méditerranée.